Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce second rendez-vous d'une série de 4 rencontres pour lesquelles Mediapart et le MUSEM de Marseille s'associent pour réfléchir à la politique internationale et plus particulièrement au bouleversement en cours aujourd'hui en Méditerranée. Aujourd'hui, 10 ans après, c'est à la question de savoir ce qu'il reste, s'il en reste quelque chose de la révolution du 25 janvier en Égypte que nous nous intéressons. Qu'est-ce qui anime et traverse la société égyptienne contemporaine qui vit aujourd'hui sous une chape de plomb et de répression ? Si on considère que la culture et la politique continuée par d'autres moyens, est-ce qu'il faut voir dans la scène artistique actuelle quelques ferments d'un espoir possible pour les années à venir ? Comment aussi un nouveau régime, très souvent semblable à l'ancien, mais qui tente quand même de répondre à certaines des questions soulevées par la révolution de 2011, s'est-il construit et reconstruit dans un contexte aussi de crise et de tensions régionales ? Et enfin, maintenant à peu près un mois après la visite controversée pour le moins du maréchal Sissi en France, comment comprendre les relations franco-égyptiennes et plus généralement la place de l'Égypte à la fois politique et culturelle dans la région. Ce sont quelques-unes des questions que je vais poser à mes deux invités, Youssef El Chazli et Richard Jacquemont, que je vous présenterai plus en détail. Mais auparavant, comme une révolution, c'est peut-être d'abord, pas seulement, mais en tout cas beaucoup des images. On a eu envie de commencer cette émission en donnant la parole à Zoé Karl, qui est maîtresse de conférences à l'Université Paris 8 Saint-Denis et qui a fait un livre issu de sa thèse sur la poétique du slogan révolutionnaire et qui va, à travers quelques images prises par elle au Caire, nous donner un peu un avant-goût des traces qu'il peut rester de cette révolution. Zoé. Merci Joseph. Je vais vous montrer quelques images qui appartiennent, semble-t-il, à une époque aujourd'hui révolue et qui coïncident avec une intensification massive des pratiques d'écriture dans l'espace public, puisque la révolution égyptienne s'est accompagnée de ce que l'anthropologue Béatrice Frankel appelle un événement d'écriture et qui était significatif d'un investissement collectif des espaces publics, qu'ils soient physiques ou virtuels. Alors la forme la plus saillante de ces pratiques d'écriture dans l'espace public et de ces formes d'appropriation des murs de la ville est certainement le graffiti révolutionnaire, qui avait bien entendu ces lieux dédiés dans la ville du Caire, lieux aujourd'hui qui sont devenus silencieux après le programme d'effacement des traces de la Révolution, mais dont les images subsistent à la fois dans des sites d'archives dédiés et chez des particuliers. Alors ici, ce sont quelques images d'une rue tout à fait emblématique du graffiti révolutionnaire qui est devenu presque un sanctuaire d'écriture et qui est la rue Mohamed Mahmoud, adjacente à la place Tahrir au Caire, qui a été d'une part le théâtre de plusieurs événements meurtrier très, très douloureux de l'histoire révolutionnaire et qui est devenu une sorte de sanctuaire à ciel ouvert de la Révolution pendant plusieurs années et qui a été au cœur de batailles graphiques importantes entre pratiques d'écriture, pratiques d'effacement, pratiques d'auto-effacement. Alors la première image que l'on a vue était celle du mur. Cette photo a été prise en mars 2012, juste après des événements qui ont endeuillé l'Égypte et qui était le massacre des supporters de foot du club Al-Ahli à Port Saïd. Et cet événement a été approprié de diverses manières par les différents scripteurs de la rue et semble être un exemple intéressant de cette matière révolutionnaire qui a été appropriée très différemment, que ce soit par des professionnels des arts plastiques et de l'écriture comme Ala Awad, dont on voit à l'écran une image devenue célèbre, qui est donc une réinterprétation d'un bas-relief antique articulé donc à cet événement tragique
qui a vu la mort de 72 personnes. Cette fresque est devenue rapidement iconique, car peut-être elle était aussi aisément détachable de son contexte d'énonciation par le travail de la matière et de l'actualité révolutionnaire qu'en a fait le peintre Ala Awad, et elle a pu circuler sur les réseaux sociaux, sur la toile, bien entendu. Elle a été également exposée dans de nombreuses galeries à l'étranger, et elle est devenue emblématique de ces réalisations, de ces fresques qui ont pu couvrir à un moment donné les rues la rue Mohamed Mahmoud. Ce n'est pas le cas de la photo suivante, qui témoigne d'un autre type, peut-être d'intervention possible. Ici, ce sont des pochoirs réalisés par des supporters de foot du club Al-Ahli, qui ont fait exister aussi avec très différemment cet événement tragique. Et ces deux images incarne d'une certaine façon le spectre très large des interventions graphiques qui ont couvert non seulement la rue Mohamed Mahmoud, mais bien d'autres endroits des villes, de la ville du Caire pendant la période révolutionnaire, et qui a coïncidé avec un véritable boom de cette pratique, le graffiti, qui est devenu l'exemple paradigmatique d'un art révolutionnaire. Modifiant peut-être momentanément les normes en cours dans les champs artistiques et qui ont été une perturbation importante de la vie culturelle pendant la Révolution. On montrera peut-être une dernière image qui témoigne d'interventions peut-être plus modestes et plus directes, des interpellations aussi beaucoup plus directes, qui donc sont un autre type d'intervention dans la rue. Ces différentes façons de commenter et de faire exister une actualité politique chaotique ont été extrêmement présentes et constituent une mémoire collective aussi de ces années où l'espace public a semblé s'ouvrir et constitue, donc je l'ai dit, une sorte de journal mural de la Révolution, qui avait en outre la spécificité d'être un portail vers les murs virtuels des réseaux sociaux dans la ville. Cela peut sembler anecdotique à bien des égards si l'on compare au rapport de force politique, mais ces pratiques graphiques ont fait exister dans l'espace public une certaine matière révolutionnaire par la création d'images fortes comme les pleureuses d'Ala Awad que nous avons vues tout à l'heure et qui ont pu résonner de façon oblique avec des campagnes d'activistes et qui constitue certainement une trace aujourd'hui un peu évanescente de cette période révolutionnaire qui semble aujourd'hui malheureusement bien loin. Le boom du graffiti révolutionnaire s'est arrêté, peut-on dire, en 2013-2014, avec la reprise en main de l'armée. Et l'année 2014 a vu un tarissement progressif de ces activités graphiques qui ont donc à la fois professionnelles et profanes, avec la reprise en main de l'armée. Car la reprise en main politique, c'est logiquement accompagné d'une remise au pas symbolique dans l'espace public, et les lieux ces lieux éphémères d'une institution révolutionnaire en construction ont été bien entendu au cœur du dispositif de ce programme d'effacement des traces de la Révolution. La rue Mohamed Mahmoud, bien évidemment, et la place Tahrir également. Alors je voudrais vous montrer une autre photo que j'ai prise le 20 novembre 2013, donc peu après le retour de l'armée au pouvoir, et qui montre des supporters de l'armée sur la place Tahrir,
alors que le 19 novembre, l'armée a érigé un monument pour les martyrs de la bataille de la rue Mohamed Mahmoud au Caire, monument qui a été vandalisé la nuit même par des activistes, jugeant que c'était les meurtriers eux-mêmes qui étaient en train de s'approprier une commémoration citoyenne et de révolutionnaire. Donc on voit ici le monument détruit, vandalisé d'une certaine façon pendant la nuit, et les supporters du régime en train d'essayer d'effacer les graffitis contestataires qui ont recouvert le monument à l'aide de cailloux, de pierres pour remettre en état ce monument vandalisé. Cet événement, qui n'en est pas tout à fait un, est le début, semble-t-il, de cette remise au pas de l'ordre symbolique du centre-ville du Caire. Les activistes et les graffeurs de la rue Mohamed Mahmoud ne s'y sont pas trompés, puisque au même moment, ils ont décidé eux-mêmes d'effacer les traces des graffitis dans la rue Mohamed Mahmoud. C'est ce qu'on voit sur la photo suivante. On voit un grand treillis militaire avec des couleurs inhabituelles qui signalent donc qui signale une distance de la part de celui qui a posé ce grand fond sur le mur iconique qui a accueilli bien des graffitis et bien des visages de martyrs depuis 2011. Ce grand treillis a été réalisé pendant une nuit par les artistes graffitis du centre-ville pour recouvrir eux-mêmes leurs graffitis en signe donc de défi envers le régime militaire accusé de déjà commencer à poser cette chape de plomb sur l'espace public. Donc ces questions d'effacement, d'auto-effacement ont été au cœur des batailles graphiques après 2014 et elles coïncident avec un assourdissement progressif et néanmoins semble-t-il inéluctable, de ces voix qui ont fait vivre une certaine révolution à travers des symboles qui, en cours d'élaboration également, à travers toute une iconographie révolutionnaire en cours de cristallisation, qui fait partie désormais de ces traces difficilement attrapables aujourd'hui. Évidemment, ces questions ne sont pas liées uniquement à la question du graffiti révolutionnaire, qui a bien des égards emblématiques, mais qui n'est que l'un des aspects de toute cette ritualisation révolutionnaire, et qui s'est accompagnée aussi d'une forme de merchandising assez intense, que ce soit des drapeaux, des t-shirts, des caricatures, toutes ces productions révolutionnaires ont connu un petit peu le même sort à partir de 2013-2014. Et les objets scripturaires et plastiques, qui avaient fait l'objet de nombreuses publications à partir de janvier 2011, parfois encouragés même par le ministère de la Culture, ont progressivement quitté le devant de la scène après avoir fait l'objet d'une attention intense de la part des médias et des chercheurs internationaux également. Merci beaucoup Zoé pour ce parcours visuel dans ce qui a existé et ce qui a été effacé de la révolution du 25 janvier en Égypte, dont on va continuer à parler en compagnie de deux invités. Youssef El Chazli, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à Boston, à l'université Brandeis, et également chercheur associé au CEDEJ au Caire, dont vous revenez d'ailleurs récemment. On a un peu de la chance pour une fois de vous avoir là. C'est une des rares choses pour lesquelles on peut remercier le coronavirus. Vous êtes l'auteur de Devenir révolutionnaire Alexandrie aux éditions Dalloz, livre issu de votre thèse, et vous avez également participé à L'Esprit de la révolte. Zoé vient de parler d'Archives, Archives et actualités des révolutions arabes, qui est paru au Seuil à la rentrée dernière et qui est sans doute un des livres les plus importants sur les 10 ans de ces révolutions. Richard Jacquemont, vous, c'est moins surprenant de vous voir à Marseille. Vous êtes, bonjour, spécialiste du champ littéraire et culturel égyptien. Vous êtes professeur à l'université Aix-Marseille, directeur de l'IREMAM et tout récemment
co-directeur de ce livre Culture pop en Égypte, entre mainstream commercial et contestation. On va parler de ces deux aspects et vous êtes le traducteur aussi de quelques-uns des livres, des romans qu'on peut lire en français sur l'Égypte. Alors, quand on avait un peu préparé cette émission, je vous avais dit, bon voilà, on va commencer, forcément on va pas être que sur l'anniversaire des 10 ans, mais on est bien obligé de commencer un peu par cette question de savoir s'il reste quelque chose de cette révolution du 25 janvier. Est-ce que, ceci dit, c'est vraiment la bonne question, Youssef El Chazli? Parce que c'est un peu la question qu'on entend beaucoup derrière la question de l'échec ou de la réussite. Oui, alors c'est sûr que les anniversaires généralement tendent à produire ça. C'est-à-dire, on avait fait pour les 5 ans, chaque année par exemple en Égypte, un des rares journaux indépendants qui existe toujours en ligne, Madame Masr, généralement c'est l'occasion pour créer des rétrospectives, réfléchir, recréer des parcours, essayer de réfléchir à ce qui s'était passé. Donc pour les 10 ans, c'est normal que ça revienne beaucoup. Mais effectivement, ça tend à forcer la discussion autour de l'événement dans ce schéma assez binaire qui est est-ce que ça a marché ou ça n'a pas marché? Est-ce que c'est un succès ou un échec? Qui plus est, dans une dimension comparative, puisque les révoltes arabes ont été un mouvement régional. Et donc, on va avoir le classique, la Tunisie, ça a marché, versus l'Égypte qui n'aurait pas marché, et la Syrie ou la Libye, n'en parlons même pas, etc. Donc, c'est une question qui permet de continuer à faire vivre un peu l'événement, effectivement, et à travers la question des archives dont on a déjà parlé, ça revient. Mais c'est vrai que c'est une question qui tend à nous figer un peu, c'est une sorte de tombeau, hein, on reste un peu dans qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans, et ce tombeau tend à cacher ce qui se passe aujourd'hui en Égypte, c'est-à-dire en se focalisant peut-être davantage sur ce qui s'est passé ou pas il y a 10 ans, de ne pas trop regarder ce qui peut en rester et de manière un peu inhabituelle, ça veut dire de ne pas juste regarder les élections, les régimes politiques, un peu tout ce qui est très évident quand on parle de la politique, mais aussi de ne pas regarder tout simplement ce qui se passe aujourd'hui et les renouvellements qu'il peut y avoir dans une société qui est très jeune et donc dont une grande partie de la population n'a tout simplement pas connu la révolution, était trop jeune à l'époque, et du coup qui nécessairement est dans du nouveau, dans du renouveau, qu'on pourrait rater si on ne fait que regarder ce qui s'est passé. Alors on va parler tout à l'heure de ce qui se passe effectivement dans la société égyptienne contemporaine, mais juste là vous revenez, je le disais, vous étiez en Égypte il y a quelques jours. Comment elle est appréhendée, cette révolution, cet anniversaire? Est-ce qu'on en parle déjà? Enfin, nous, on emploie le terme la révolution, mais j'imagine que là-bas, ce n'est pas le terme qu'emploie le régime. Quels sont les termes employés et comment cette approche quand même de l'anniversaire est vécue? Je dirais la révolution, c'est un peu vous savez, il y a l'expression les présents absents, enfin, al-hadr al-ghaib, on dit en arabe, qui est une expression utilisée pour les Palestiniens expulsés de chez eux. En fait, elle est partout et nulle part, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a eu, effectivement, à l'espace public, ce grand processus d'effacement dont parlait Zoé Karl, qu'on revoit. Mais parfois, à quelques rues de chez moi, à Alexandrie, l'autre jour, j'ai vu un drapeau égyptien avec Révolution du 25 janvier. Ça avait été oublié, je pense. Les effaceurs n'étaient pas passés par là. Moi, ce qui me frappe, par exemple, c'est comment c'est une borne, en fait, temporelle. C'est-à-dire que le passé et le présent sont organisés à partir de la Révolution. C'est un moment... Et en ça, on sait que c'est un moment très important dans le quotidien. J'étais avec des gens il y a 2 semaines qui essayaient de se rappeler quand est-ce qu'un bâtiment avait été construit. Ce n'étaient pas des personnes qui avaient participé à la Révolution. Et leur axe, pour se rappeler, c'était est-ce que c'était avant la Révolution ou après. Donc, d'une certaine manière, c'est quelque chose qui balise un peu la temporalité, la vie des gens. C'est un événement, une bifurcation, comme on dit en sociologie. C'est un événement comme il peut y avoir, je sais pas, un mariage ou un décès ou une naissance. Ce sont des événements autour desquels on se rappelle de ce qui se passait au même moment. La Révolution joue ce rôle-là. Alors par ailleurs, effectivement, comment la nommer? C'est une grande lutte. Les pro-régimes ont tendance à parler de Naksa, de catastrophe, pour parler du 25 janvier, qui est le mot qu'on réserve en général à la défaite, aux défaites arabes de 67 contre Israël. Mais évidemment, beaucoup parlent encore de Thawra, de révolution. Et souvent, selon l'usage qu'on va faire, ça va dénoter clairement dans quel quand on se situe. Après, il faut savoir que le régime lui-même, tout en voulant effacer l'héritage un peu de ce moment, a en réalité une relation beaucoup plus ambivalente au 25 janvier, puisque par exemple dans la constitution égyptienne actuelle, le 25 janvier, on y fait référence. Alors on parle souvent de la révolution du 25 janvier 30 juin. Donc c'est la manière qu'on a trouvée pour réunir 2 événements
qui en quelque sorte relèvent d'un même élan populaire, mais évidemment avec, disons, qui ont donné lieu à des choses très différentes. Donc, la mobilisation qui fait chuter Moubarak en 2011 et celle qui, quand même accompagnée par l'État, par une partie de l'État et par les militaires, fait tomber le président Morsi et le pouvoir des frères musulmans. Et donne le pouvoir au maréchal Sissi. Et donne le pouvoir tout d'abord à ce gouvernement transitionnel et puis effectivement au maréchal devenu président Sissi. Donc on a toujours ce débat qui réapparaît chaque année autour du 25 janvier, cette tension autour de qu'est-ce qu'a été le 25 janvier, qu'est-ce qu'il en reste, et même du point de vue de ce qu'on pourrait appeler les révolutionnaires, des aggiornamentos chaque fois, ça veut dire aussi de se dire, qu'est-ce qu'on a peut-être raté, qu'est-ce qu'on avait mal compris, et avec le temps qui passe, essayer peut-être un petit peu plus de réfléchir à comment ça aurait pu être, et si ça aurait pu être différent de ce qui s'est passé. Richard Jacquemont, le sentiment que l'Égypte, qui a été sous les feux de la rampe il y a 10 ans, vit aujourd'hui sous une chape de plomb et de silence, il est aussi lié au fait que, je pense que sur ce plateau, on connaît chacun des journalistes, des chercheurs qui ont quitté l'Égypte dans les années qui suivaient, parce que, de fait, ça devenait très compliqué de travailler sur, en tout cas, certains sujets. Le cas le plus emblématique, en tout cas, qui a eu le plus d'écho en Europe, a été ce jeune chercheur italien, Giulio Regeni, qui a été assassiné au Caire quelques années après la Révolution. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de travailler en sciences sociales sur l'Égypte? Est-ce qu'il y a des sujets tabous? En gros, voilà, comment est-ce qu'on est informé sur ce pays? Et comment est-ce que, quand on est un chercheur spécialiste de ce pays, on fait? Je ne pense pas qu'il y ait de sujets tabous. Alors, il y a des sujets clairement sur lesquels il est beaucoup plus difficile de travailler. Youssef le dira mieux que moi. S'il se mettait à travailler sur l'armée égyptienne aujourd'hui et ses activités économiques, par exemple, ça serait peut-être difficile. Il le fait un peu, on va en parler. Voilà. Mais il y en a beaucoup moins qu'on pourrait s'imaginer, il me semble. Et puis, alors moi, c'est vrai que je travaille plus sur les productions culturelles au sens large. Et là aussi, il y a beaucoup moins de... les choses se passent finalement beaucoup mieux qu'on pourrait s'imaginer de l'extérieur. Pour reprendre la métaphore qui est de l'Égypte sous la chape qui préside à cette discussion, de l'extérieur, on voit beaucoup la chape, on ne voit pas beaucoup l'Égypte. De l'intérieur, on voit beaucoup plus l'Égypte et on voit que la chape, quoi qu'elle fasse, elle ne recouvre jamais vraiment tout. Et dessous, ça vit, ça bouge et ça crée dans tous les sens. Donc ça vit, ça bouge, ça crée, ça on va en parler. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire, comme le dit le sous-titre de l'ouvrage que vous avez co-dirigé, qu'il y a de la contestation depuis le champ culturel, comme il y en a eu avant la chute de Moubarak? Bien sûr, il y en a toujours. Qui prend des formes différentes selon les types, les genres d'expression artistiques. Par exemple, ce dont parlait Zoé, et on voit qu'on était à une forme d'expression artistique qui est directement liée à la mobilisation révolutionnaire. On pourrait dire un peu la même chose de la poésie. L'art révolutionnaire de la rue, la poésie, c'est des formes d'expression qui mobilisent. Mais on peut aller du côté des arts plastiques ou de l'écriture romanesque, et là où on a des formes de travail artistique qui sont beaucoup plus sur la durée et où les choses qui s'expriment vont exprimer une forme de contestation qui ne sera pas aussi direct, manifeste que dans de l'art engagé comme le graffiti ou de la poésie ou de la chanson, mais où vont passer beaucoup de choses qui en disent autant, sinon plus, sur l'évolution de la société dans la durée. Mais en même temps, on a vu, je pense, chacun d'entre nous, cette telle influenceuse qui sur TikTok proposait une danse et se faisait censurer, telle danseuse du ventre, enfin on ne dit pas comme ça, telle danseuse orientale qui se retrouvait à aller en prison pour rien. Donc cette censure, elle a toujours existé en Égypte, c'est pas quelque chose de nouveau, mais on a l'impression qu'elle a quand même franchi encore des grades. Elle fonctionne toujours selon le même, ce que j'ai appelé dans ma recherche, la loi des libertés décroissantes. C'est-à-dire que plus le médium
est de diffusion restreinte et plus grande est la liberté. Plus le médium est de diffusion large, plus fort est le contrôle. Là, sur l'image dans les réseaux, il y a le corps féminin aussi, c'est quelque chose qui est important de contrôler, etc. Là, on est sur quelque chose qui se prête très, très vite à la censure. Inversement, si vous allez du côté du livre, la production éditoriale, hier comme avant-hier, comme aujourd'hui, on peut pratiquement écrire ce qu'on veut. J'exagère un petit peu, mais il n'y a pas de censure préalable sur l'écrit, et l'écriture littéraire est aujourd'hui autant, sinon plus qu'avant, libre, autant, sinon plus que sous Moubarak, que pendant le moment révolutionnaire. Juste sur ce point, en fait, je suis tout à fait d'accord avec Richard là-dessus, et je pense qu'en fait, il faut bien se rappeler qu'en Égypte, cette censure est d'une part très réactive, donc elle n'est pas systémique et elle n'est pas centralisée. La majorité des cas, donc par exemple, auxquels vous faites référence sur TikTok ou sur des médias sociaux de ce type, à mon avis, les autorités ne connaissaient même pas ces médias sociaux, mais on est vraiment dans une logique de panique morale qui va émerger autour de quelque chose, et disons le bureau du procureur général maintenant a arrogé ce rôle d'être un peu l'arbitre des mœurs, et puis de réagir à chaque fois qu'il y a une de ces affaires qui ressortent. Et donc, on a moins eu une censure, disons, avec une politique de la censure très claire qui viendrait du centre, mais beaucoup plus à chaque fois qu'on a une de ces affaires qui émerge, donc des gens qui sont outrés parce qu'effectivement, il y a des femmes dénudées qui dansent et il faut contrôler les corps des femmes. Alors le procureur va un peu entrer dans la danse, là, si j'ose dire, et puis essayer de jouer ce rôle-là. Donc cette question est importante. Et l'autre facette de la censure, c'est ne jamais oublier le zèle, en fait, bureaucratique. Ça veut dire aussi la tendance que vont avoir à un endroit ou à un autre de la bureaucratie d'État, une volonté de faire preuve de zèle et de montrer qu'on fait bien son travail. Et comme, voilà, c'est pour un marteau, tout est un clou. Pour un censeur, il faut faire de la censure et puis il faut trouver des choses à censurer. Et donc je pense qu'il faut garder ça aussi en tête. Ça veut dire le côté parfois aléatoire et parfois même difficile à comprendre, à analyser, que peut exister dans cette censure qui va un peu être toujours en réaction aux évolutions qui peuvent avoir lieu dans la société. Et en même temps, c'est ça qui est difficile pour les artistes, pour les écrivains. C'est juste ce côté aléatoire, quoi. Il y a un côté roulette russe, on ne sait jamais quand et comment ça va vous tomber dessus. De ce point de vue, c'est plus difficile que dans un régime de type soviétique ou à la façon Syrie à l'Assad, où là, il y avait une censure avec des règles strictes et connues de tous. Là, comme dit Youssef, on est toujours à la merci du zèle d'un bureaucrate. Comme vous parlez, Youssef El Chazli, du contrôle du corps des femmes, je vous pose tout de suite la question. Vous étiez, vous, pendant la Révolution, beaucoup sur la place Tahrir. Il se trouve que moi aussi, j'y étais comme journaliste à l'époque pour France Culture. Je pense que quelque chose qui a marqué quand même les gens qui débarquaient là, c'était le nombre de femmes, la place des femmes, qui évidemment, ça ne s'est pas inventé avec la Révolution du 25 janvier, mais cette présence politique a quand même fait figure de surgissement. Est-ce que ça, il en reste quelque chose aujourd'hui ? J'aurais presque tendance à dire que c'est la principale chose qui reste aujourd'hui. C'est-à-dire que, donc effectivement, il y a eu ce surgissement du rôle des femmes très important. C'est quelque chose aussi à laquelle on a réfléchi collectivement dans le projet Dream, qui a donné lieu à cet ouvrage, et à cette place des femmes dans les révoltes et les révolutions arabes. Il y a eu une tendance, mais qui est assez... qui dépasse le monde arabe, de figer le rôle des femmes tout de suite dans un rôle très spécifique qui était le rôle des mères, des femmes et des sœurs de martyrs. Donc c'est toujours un rôle en fait à la marge ou à côté des rôles principaux. Et dans une large mesure, disons, cet événement, cette tentative de figer le rôle des femmes dans ce rôle très spécifique, a permis la genèse en fait d'un véritable mouvement féministe particulièrement fort et assez différent de ce qu'on pouvait trouver en Égypte jusqu'alors, qui était un féminisme d'État très fort. C'est-à-dire il y avait certaines velléités de la part du régime sur la question des femmes, que ce soit généralement par les femmes des présidents successifs. Et là, on a eu quelque chose qui est vraiment qui est venu du mouvement révolutionnaire et qui est venu aussi
parfois, comme ça a été le cas d'ailleurs en France dans les années 70, contre les mouvements révolutionnaires et la domination masculine qui existait dans ces mouvements révolutionnaires. Donc d'abord ça s'est cristallisé autour de la question des violences sexuelles, mais par la suite, dans les années qui ont suivi, vraiment à partir de 2013, 2014, 2015, il y a eu une véritable cristallisation de ce mouvement féministe avec des avis très différents et puis avec des luttes internes assez importantes, mais ça a commencé à prendre une forme et des contours un peu plus clairs. Et la question, donc le MeToo égyptien, si on veut, et la question... Il y a eu un MeToo égyptien. Il y en a eu plusieurs, en fait. Il y a eu à plusieurs phases différentes. Il y en a un tout récent qui concerne le milieu de l'art et de la culture, d'ailleurs, le milieu du cinéma et les milieux politiques de gauche, progressistes, où il y a eu un blog qui a mis beaucoup de témoignages et ça a fait beaucoup parler sur les médias sociaux. Et donc, on a eu réellement une cristallisation de ce problème. Donc, ça a été construit comme un problème public, ce qui, évidemment, ne veut pas dire que tout le monde est d'accord là-dessus et que c'est réglé. C'est loin de l'être comme partout ailleurs. Mais c'est devenu un sujet de discussion et c'est devenu un sujet de débat où les gens s'écharpent sur les réseaux sociaux autour de ce problème. Et durant la dernière année, les 2 dernières années, il y a vraiment eu une montée en puissance de ce discours et plusieurs affaires qui ont été emmenées devant la justice sur des affaires de violences sexuelles très sordides, mais qui concernaient aussi soit l'élite politique, l'élite économique, etc. Alors évidemment, le fait que ça arrive devant les tribunaux n'a pas vraiment réglé la question, puisqu'on a bien vu comment très souvent les victimes ou les alliés des victimes se sont fait arrêter et se sont retrouvés aussi pris dans les affaires judiciaires. Et comment, comme on a pu le voir, sur ces différentes affaires, ça reste très compliqué pour les femmes aussi d'amener les personnes qui les ont violées ou les personnes qui les ont agressées devant des juges. Donc ça reste encore très problématique, mais c'est devenu un sujet central. Et c'est devenu un sujet qui a dépassé, à mon sens, c'est en tout cas de mes observations, mais là je suis clairement pas spécialiste de ça et il y a plusieurs personnes qui ont travaillé là-dessus, mais on voit comment ça dépasse l'unique cercle des mouvements révolutionnaires de gauche, progressistes si on veut dire, et comment c'est un discours qui est là aussi a été réapproprié sur des forums en ligne, sur des groupes Facebook, sur des groupes qui discutent les problèmes des femmes en général, et ça dépasse de très très loin le petit milieu féministe kérote qui a peut-être porté ce sujet au début. Richard Jacquemont, est-ce qu'on peut dire qu'une partie de la contestation politique s'est vraiment déplacée dans le champ culturel et artistique ? Ou est-ce que c'est un peu donner trop de crédit à tout ce champ qui est important, mais voilà, qui reste quand même souvent dans les centres-villes d'une petite fraction de la population? Déplacées, non, mais je dirais qu'elles ont toujours été largement confondues, quoi. Les élites politiques et les élites culturelles et artistiques, c'était un peu les mêmes et ça circulait dans les deux sens et ça circulait avant 2011, ça circulait énormément. Il y a eu une politisation des productions culturelles forcément entre 2011 et 2013 et maintenant ça continue d'une autre manière. Mais je dirais, il n'y a rien de nouveau sous le soleil égyptien. Là. D'accord. Et alors pour comprendre, en prenant un exemple un peu concret de qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui évolue et qu'est-ce que ça transforme une révolution comme ça. On va venir un peu tout à l'heure à votre livre, plus précisément celui-là, mais vous êtes spécialiste du champ notamment littéraire. Est-ce qu'on peut vraiment dire en quoi il a été percuté, comment? Est-ce que les formes ont changé? Enfin, est-ce que les livres qui sont produits ne sont plus les mêmes aujourd'hui qu'il y a 10 ans? Est-ce qu'il y a des genres qui se sont renforcés, d'autres qui se sont au contraire un peu éteints? Est-ce qu'on peut aujourd'hui mesurer dans un exemple précis l'influence d'un événement politique tel que celui-là? Dans le domaine de l'écrit littéraire, pour ce que j'en suis, pour ce que j'en connais, je dirais non. Qu'il n'y a pas d'effet immédiat de la Révolution. Alors bien sûr, il y a des effets en ce sens que avant 2011, il y a toute une série d'œuvres, de romans qui ont
qui ont mis en scène en quelque sorte des révoltes, quoi, donc, qui après coup ont été lues comme des prophéties. Mais bon, évidemment, c'est a posteriori, donc ça n'a rien de prophétique. Et puis après, il y a eu toute une vogue dont on a un peu parlé, qui a été assez connue à l'étranger parce qu'il y a eu pas mal de traductions, puis il continue d'y en avoir, de ce qu'on appelait le roman dystopique, où ça a été un peu un effet du contre-coup du désespoir post-2013, d'une série d'œuvres qui mettent en scène une Égypte dans les années 2020-2030 d'une façon très, 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 très noire. Je pense à un livre en particulier, Otared, de Mohamed Rabia, qui va sortir en français dans 2-3 mois, typique de cette tendance. Mais en dehors de ça, je dirais non, que les grandes évolutions qu'on avait dans l'écriture littéraire, elles étaient là avant, elles continuent, et on va dans la même direction. En préparant cette rencontre, je suis tombé sur un événement qui donne un bon panorama de la production littéraire actuelle égyptienne. C'est à l'occasion de la dernière foire du livre de Francfort. L'Institut français, en coopération avec des critiques égyptiens, et puis la représentation de l'Union européenne en Égypte, ont préparé une espèce de catalogue d'une quarantaine d'œuvres et d'auteurs égyptiens pour les emmener à Francfort et pour les vendre à l'édition internationale, à la traduction. 13 femmes et 19 hommes. Intéressant, parce que 2 tiers, 1 tiers, c'est un peu... Déjà, c'est une proportion, on voit, pour aller dans le sens de ce que disait Youssef, la place croissante que prend la femme dans la vie publique, en l'occurrence littéraire égyptienne. Et quand vous regardez ce catalogue de titres, c'est d'une diversité extraordinaire, romans historiques, biographie, autobiographie, roman classique, un peu à suspense, un peu polar. Enfin, il y a vraiment un peu tout ce que vous trouverez dans une production nationale, européenne, du même style. C'est très, très intéressant. Youssef El Chazzi, je rappelais en introduction le titre de votre livre issu de votre thèse, Devenir révolutionnaire à Alexandrie. Est-ce que vous savez ce que sont devenus ces révolutionnaires, ces gens d'Alexandrie qui étaient devenus des révolutionnaires, disons après? Est-ce qu'ils sont tous, comme on en a un peu l'image ici, en prison, en exil ou cachés? Ou est-ce que c'est pas aussi simple? Alors déjà, il faut effectivement dans ce devenir révolutionnaire, il y a quand même des catégories, des sous-catégories assez variées. Et disons les plus révolutionnaires parmi les révolutionnaires ou les plus militants, les plus organisés, avaient été, en ce qui concerne Alexandrie, donc la deuxième ville du pays, ils avaient été un peu épargnés dans un premier temps parce que voilà, la politique en Égypte est très concentrique. On part vraiment du Caire qui est le cœur pour le coup, et on s'éloigne. Donc elle avait été un peu épargnée, mais ensuite, dernièrement, en tout cas ces 2 dernières années, notamment à partir du début du Covid, il y a eu des rafles assez importantes dans les rangs révolutionnaires alexandrins, et beaucoup de personnes se sont retrouvées en prison, donc soit sont actuellement en prison, sont passées à un moment ou un autre par la prison. Il faut savoir que beaucoup parmi ces gens ne faisaient plus de politique. Et donc ça témoigne aussi d'une certaine logique de l'appareil sécuritaire qui fonctionne, qui a un peu ses listings, qui a ses habitués, ses usual suspects qu'on va chercher. Et donc pour beaucoup d'entre eux qui ont été arrêtés en 2016 au moment des manifestations, enfin 2016-2017 plus tard, autour des îles de Tirana et Sanafir, des îles qui avaient été rétrocédées à l'Arabie Saoudite, ou les manifestations de septembre 2019, il y avait eu d'autres arrestations aussi. On va avoir cette tendance à un peu aller récupérer, aller les chercher chez eux, littéralement, ces gens qui avaient été importants en 2011, mais qui, pour beaucoup, avaient juste laissé l'engagement militant derrière eux pour se focaliser un peu plus sur leur vie de famille et sur leur travail. L'autre point, et ça rejoint aussi cette question des femmes dont je parlais juste avant, c'est qu'on a eu vraiment une augmentation dans la répression des femmes
ces 2 dernières années. Jusque-là, la tendance quand même générale était qu'on visait les hommes et que les femmes étaient épargnées dans une assez large mesure. Et ça, c'est vrai que ça a été une différence assez marquante ces 2 dernières années, surtout 2020, où vraiment les arrestations de femmes ont été légion et il y a eu des très grands nombres. Alors toujours par rapport aux hommes, c'est incomparable, hein, mais en tout cas beaucoup plus importante. Donc ça, disons, ça serait, je dirais, la catégorie principale des révolutionnaires. Mais après, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, en tout cas, c'est sur quoi j'ai travaillé après la thèse ces 2 dernières années, c'était disons, de ne pas penser la révolution, l'événement révolutionnaire dans tout ce qu'il a de plus visible. Et donc, je le mentionnais, c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'il y a eu un changement de régime ou pas, est-ce que le régime est tombé ou pas, est-ce qu'il y a eu des transformations, mais de penser un peu comme dans une expression qui a été utilisée par des politistes, Olivier Filleul et Éric Neveu, en parlant de mai 68, mais aussi d'autres grands mouvements des années 60-70, comme en fait des agents de micro-changements sociaux. C'est-à-dire comment est-ce que les gens qui participent à un événement de ce type, qui est un événement bouleversant, qui est un événement qui vient rompre avec tout ce qu'on a pu croire et penser normal, faisable dans notre vie, et tout d'un coup ça tombe en quelques jours. Et pour l'avoir vécu, c'est quelque chose d'assez frappant. Ce type d'événement a nécessairement des effets sur les biographies des gens, sur la manière dont ils conçoivent leur rôle, comment ils écrivent, comment ils font de l'art, mais aussi comment ils vivent leur vie. Et donc, moi, ce qui m'a un peu intéressé, c'est voir comment, par exemple, dans les relations de couple, dans les rôles de genre, dans la manière dont on pense son emploi, il y a eu beaucoup de changements d'emploi après la Révolution, c'est-à-dire des gens qui se sont trouvés d'autres vocations, dans la manière d'éduquer les enfants. Alors ça, c'est un autre champ très important, mais qui, en fait, accompagne le cycle de vie. C'est-à-dire, on fait la Révolution entre 20 et 30 ans, et puis à un moment donné, après, la Révolution est passée, mais aussi l'entrée dans le cycle de vie fait que on a des enfants, etc. Et donc, c'est un peu toutes ces vies ultérieures de la Révolution qui font que même si ces gens ne sont plus en train de manifester dans les rues, même s'ils ne sont pas en train d'appeler à la chute du régime, ils sont en fait en train d'inventer aussi d'autres choses dans leur vie quotidienne qui, pour moi, sont des conséquences un peu indirectes de la Révolution. Donc, voilà, par exemple, j'ai un de mes anciens enquêtés qui me racontait comment il allait valoriser tout ce qui relevait du loisir de ses enfants. De ne pas penser juste il y a l'école, il faut réussir, passer son bac, avoir un pourcentage pour aller à telle université, etc. Mais de les laisser avoir des hobbies parce qu'en fait, finalement, il avait découvert que avoir des loisirs, c'était important. Ou un autre qui va devenir vegan, ou encore, plein de cas, juste dans le fait de comment est-ce qu'on va éduquer les enfants et comment on va essayer de leur transmettre des choses qu'on aura appris dans le moment révolutionnaire. Parce qu'en quelque sorte, en fait, la majorité de ces gens, si vous voulez, dans leur réflexion sur l'événement révolutionnaire, la majorité de ces gens, ils vont se dire que l'élan était juste, il était bon, il y avait vraiment juste au sens de la justice, mais que peut-être la manière dont ça s'est passé n'était pas la bonne. Et du coup, comment est-ce qu'on peut garder ces énergies, cet élan, et le transmettre à d'autres sans aussi faire face, disons, à la répression, qui vise vraiment l'histoire et l'événement, les traces de l'événement du 25 janvier, mais de manière quasiment dans une sorte de nominalisme autoritaire, quoi. C'est vraiment tout ce qui a le nom, tout ce qui a le label du 25 janvier pose problème. Mais finalement, on peut faire plein de choses très critiques, très contestataires, comme dans l'art et dans la culture, mais juste sans qu'elles aient ce label sur elles, quoi. Richard Jacquemont, cette sismographie un peu plus fine de ce que la Révolution a pu déplacer dans les têtes ou dans le quotidien, vous la repérez dans le champ culturel, et si oui, comment ? Tout à fait. Moi, j'en rajouterai une couche dans ce que vient de dire Youssef. Il y a quelques années, j'avais écrit un article que j'avais appelé Mai 68 arabe à propos de la révolution égyptienne en particulier, et sous-titre une révolution culturelle dans le sens où justement ce qui s'est passé, et encore la métaphore ou la comparaison avec mai 68 est injuste, parce que la profondeur du choc que ça a été en Égypte, ça n'a pas duré de mars à mai avec la manif qui finit le 30 juin. Là, c'est 3 mois. En Égypte, c'est 2 ans. C'est plus, c'est 28, 29 mois. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus profond et qui a un impact en profondeur sur les vies des individus, des familles, etc., d'une manière
que voilà, ce que vient de dire Youssef, qu'il est en train d'essayer de commencer de mesurer par cette micro-anthropologie. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui permet de comprendre la profondeur de l'impact de ce qui s'est passé. Et d'où l'importance d'analyser les productions culturelles aussi et de sortir des lunettes classiques, politologiques, économiques, même sociologiques. Parce que c'est en lisant ces romans, c'est en écoutant ces chansons de Mahragan, c'est en regardant telle ou telle vidéo, etc., que vous pouvez sentir ces transformations, comment ces graines continuent de germer et de faire des fruits. Mais alors concrètement, parce qu'effectivement, je pense que souvent on n'a pas, ne serait-ce que parce que voilà, quand on n'est pas arabisant, on a moins accès à ce que vous décrivez là tous les deux. Vous avez consacré là dans le livre Culture pop en Égypte un chapitre au romancier Ahmed Mourad, né en 1978. Qu'est-ce que ça nous raconte de l'Égypte contemporaine, au sens propre comme au figuré? Qu'est-ce qu'il nous raconte de l'Égypte et qu'est-ce qu'un romancier comme ça nous raconte de ce qu'est aujourd'hui cette société? Alors lui, pour le coup, c'est pas un bon exemple parce que il a commencé de cette manière-là. D'ailleurs, c'est avec ce qu'il a écrit jusqu'en 2012-2013. Et puis après, il s'est tourné vers des modes d'écriture plus commerciales, justement. Alors, est-ce que c'est avec le succès? Est-ce que c'est du fait qu'il s'est davantage tourné vers le cinéma? Enfin, il a eu une trajectoire qui fait que... Oui, mais donc ça nous raconte quand même, c'est pour ça que je disais, de ce qu'est aussi une forme de désenchantement et une forme de commercialisation. C'est-à-dire que voilà, il ne faut pas croire non plus que l'art et la culture en Égypte, c'est forcément les ferments des révolutions politiques de demain, quoi. Absolument. Alors par contre, là, je suis très curieux de voir ce que va donner son prochain film, parce qu'il a un roman très intéressant, qui n'est pas un grand roman en soi, mais qui est quand même très intéressant, qui s'appelle 1919, où il met en scène un groupe de jeunes, c'est un roman historique, hein, c'est basé sur cette partie-là, elle est réelle, un groupe qui s'appelait Eliad Saouda, la main noire, qui étaient des jeunes qui ont assassiné plusieurs officiers britanniques dans la suite de la révolution de 1919, qui est la grande révolution nationale égyptienne pour l'indépendance au moment où l'Égypte est occupée par les Anglais. Et en fait, dans le roman, on voit que le sujet principal du roman, c'est le jeu entre ces jeunes révolutionnaires de l'époque qui pratiquent l'action directe, hein, qu'on dirait en langage politique français aujourd'hui, et leur rapport avec les dirigeants wafdistes, les dirigeants politiques qui sont de la génération d'avant, et qui les manipulent un peu, qui les encouragent, mais qui ne veulent pas se salir les mains, eux, et qui, au moment où la répression va s'abattre sur les jeunes, vont se retirer pour surtout rester tranquilles. Et on voit qu'en fait, il fait passer un message sur ce qui s'est passé entre 2011 et 2013, hein, avec ce même jeu entre une génération de politiciens quinquas ou sexagénaires qui essayaient de tirer les marrons du feu de ce qui se passait dans la rue, pendant que les jeunes, eux, dans la rue, se faisaient massacrer. Et ce roman d'Ahmed Mourad est censé sortir au cinéma dans un scénario écrit par lui, là, dans les mois prochains. Mais évidemment, je doute que le message subliminal que je viens de décrire repasse dans la version cinématographique, parce que loi des libertés décroissantes, au cinéma, vu par des millions de personnes, vous ne pouvez pas faire ce que vous faites dans un roman. Donc, à vous entendre tous les deux, hein, si on soulève un peu un moment cette chape de silence, de plomb et de répression qui est bien réelle dans l'Égypte contemporaine, évidemment, il n'y a pas rien du tout. Je voudrais bien qu'on déplace peut-être la focale vers cette chape, c'est-à-dire vers le régime égyptien aujourd'hui. À vous entendre tout à l'heure sur la censure, il y a des effets de zèle, des effets de réaction. On n'est pas dans quelque chose de complètement monolithique. Oui, non, c'est très compliqué en fait d'avoir un discours. Moi, je suis toujours très gêné à la fois par la question et par les analyses que je peux lire, parce que
En fait, on sait que très peu de choses de l'État égyptien. Les sciences sociales produites sur l'État égyptien, on peut avoir un discours critique militant à l'égard du régime égyptien, c'est totalement légitime évidemment. Après, pour essayer de décrire et comprendre comment ça fonctionne, c'est assez compliqué. Il y a assez peu de gens qui le font. C'est pas que c'est un tabou comme vous le disiez plus tôt, mais c'est juste que c'est compliqué effectivement d'enquêter sur le régime. Ça l'est souvent dans plein de pays. Les sociologies de l'État sont pas toujours évidentes. Donc c'est compliqué effectivement de parler de ce comme un monolithe parce que à l'intérieur donc déjà c'est une énormissime bureaucratie, hein, l'État égyptien. Il faut quand même se rappeler, une des plus grandes en termes de nombre de fonctionnaires par rapport à la population, c'est une des plus grandes au monde. Donc faut quand même bien avoir ça en tête. C'est quelque chose de tentaculaire. Et à l'intérieur même de ces institutions, il y a parfois des confusions entre les rôles et il y a aussi des luttes intestines très fortes qui s'exacerbent à des moments de transition politique. Par exemple, pour moi, on n'est plus du tout dans le régime Moubarak. Ça veut dire qu'on a clairement l'événement a permis à des fractions dominées dans les élites politiques, administratives, etc., de prendre des nouvelles places, de remplacer d'autres élites. Et du coup, c'est un moment, on pourrait vraiment dire, de refondation politique au sens fort. C'est un moment où il y a un régime qui est en train de s'inventer, de prendre ses marques. Je pense qu'on le voit déjà dans le nouveau Parlement qui vient juste d'être élu et qui est entré en activité tout récemment, il y a quelques semaines là. Et où on voit déjà qu'entre le premier Parlement et le deuxième, enfin la première législature et la deuxième, on a eu des petits ajustements. Il y a un changement du président de l'Assemblée. Il y a eu plusieurs députés qui ont été évincés, mis clairement à la porte, etc. Mais pas que dans l'opposition, mais aussi au niveau des élites. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de décrire d'une manière, même parfois il y a des effets de système, il y a des effets systémiques, c'est-à-dire qu'on voit la répression, quand on voit, effectivement, ça fait système, mais ça ne veut pas nécessairement dire aussi qu'il y a une politique claire qui vise à faire quelque chose et qui est édictée à partir du centre. Donc pour moi, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, il faut essayer aussi de toujours resituer dans le contexte local et conjoncturel des politiques qui sont mises en place. Alors, cela étant dit, effectivement, on est dans une tendance générale de clôture de l'espace politique, on est dans une tendance générale de restriction des libertés, qui est finalement, mais bon, ça, je pense que Richard le dirait beaucoup mieux que moi, qui moi, alors que je sais par les lectures, mais que j'ai vécu comme enfant, donc c'est plus difficile à savoir, qui n'est pas sans rappeler les années 90. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de tendance aussi, si on recompare dans le contexte, on avait eu à ce moment-là tout un ensemble, toute une batterie de lois liberticides sur les syndicats, sur les partis, sur la presse, etc. Et une fermeture très forte qui, à ce moment-là, accompagnait la lutte contre l'insurrection islamiste dans le sud du pays. Et donc, il faut se rappeler aussi que les officiers qui avaient 25-35 ans et qui étaient envoyés dans le sud de l'Égypte pour combattre cette insurrection, qui était réelle, c'était des vrais combats, et bien maintenant, ces officiers sont des généraux et sont à la tête des institutions sécuritaires du pays. Et que ce qu'ils ont appris aussi dans leur expérience, qui a marché selon eux, puisque en éradiquant et en fermant que l'insurrection islamiste a pris fin à la fin des années 90, on peut voir ces parallèles un peu qui peuvent exister avec la manière dont on traite aujourd'hui, dont on essaye de régler les problèmes politiques. C'est-à-dire de dire que le politique est problématique et il faut éviter juste ça. Et évidemment, les militaires ont tendance à penser comme ça, et de se dire on va régler tout au sécuritaire et on va essayer de régler les problèmes dans un autre secteur, mais je pense dont on reparlera un peu plus tard. Oui, vous voulez réagir ? Oui, par rapport aux années 90, c'est intéressant parce que à l'époque, il y avait ce défi sécuritaire, mais qui était quand même géré par des gens qui étaient plus des politiques, alors que maintenant, il est géré par des militaires. Donc, et le résultat au niveau par exemple, de ce qui est le contrôle des médias, la production cinématographique, télévisuelle, etc., c'est beaucoup plus militaire, brutal et bête, j'allais dire.
Il y avait des rapport, réactions. hein. Il y avait des réactions qu'il n'y a plus. Sur la loi sur les médias, il y avait une mobilisation des journalistes qui avait mené à annuler finalement cette loi. Ce qu'il n'y a plus aujourd'hui. On ne peut plus résister à... Et la propagande, enfin, le côté propagande direct et brutal est beaucoup plus net que ce qu'il était dans les années 90 où l'État de Moubarak avait un peu embrigadé des créateurs intellectuels, producteurs de cinéma, scénaristes, etc. et faisait quand même des choses intéressantes, beaucoup plus que la culture officielle égyptienne d'aujourd'hui, si vous voulez, c'est pas folichon. Oui, mais alors comment ça se fait, Richard Jacquemont, que comme c'est écrit dans le livre que vous avez dirigé sur la culture pop en Égypte, que en dépit du fait que, notamment dans la production audiovisuelle, parce que ça se répand beaucoup plus dans la société, les services de sécurité de l'État sont très présents, au point qu'il y a eu beaucoup de fiction qui valorise le rôle de la police, qu'il y a beaucoup d'autocensure, vous dites quand même qu'il y a des productions audiovisuelles de qualité. Alors sur les productions audiovisuelles, là, c'est ce dont on parle dans le livre, c'est un moment très particulier, c'est la période justement... c'est des choses qui ont été produites et diffusées dans les années 2011-2013 jusqu'à 2014-2015. Après, aujourd'hui, on ne peut plus dire... Après, non, c'est fini. Le feuilleton adapté du roman Z, Les années de Z, en traduction française de Sonal Ibrahim, là, qui est un feuilleton magnifique, un des plus beaux feuilletons qu'a jamais produit la télé égyptienne. Tourné en 2011-2012, diffusé pendant l'été 2013. Impensable de le voir dans la télé égyptienne aujourd'hui. Ce serait... on ne peut pas parler évidemment de tous les aspects de la société égyptienne contemporaine, mais on ne peut pas non plus passer complètement sous silence l'état de déflagration économique que vivent quand même des dizaines de millions d'Égyptiens. Sur ça aussi, peut-être que c'est important de comprendre le rôle de l'État, qui à la fois a abandonné une partie de sa population, mais en fait ne peut pas se permettre de complètement négliger les problèmes socio-économiques qui ont été aussi des facteurs de cette révolution du 25 janvier il y a 10 ans. Vous, aujourd'hui, Youssef El Chazi, vous travaillez notamment sur ce qu'on appelle la politique des bons grands projets. Alors, on connaît le cas emblématique de la nouvelle capitale que Sisi veut construire à près de 80 km du Caire, mais c'est peut-être un aspect particulier. En fait, c'est beaucoup plus large et de même pas complètement monolithique. Oui, c'est une des choses aussi assez frappantes et intéressante du coup quand on observe de ce régime, du régime Sisi, c'est-à-dire on n'est plus vraiment dans la même logique qui présidait sous Moubarak, notamment dans la dernière période du règne de Moubarak, à plusieurs échelles. Dans la première, c'est que donc, on n'a pas une rupture totale disons, des grandes lignes des politiques économiques entre le régime actuel et ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire qu'on est quand même sur une logique de privatisation du public en général, hein, mais donc surtout de ce qu'on appelle le Qatar al-Amel en égyptien, donc toutes les usines du secteur public, en fait, donc, dont on est en plein dedans, puisqu'une des usines les plus, disons, historiques, qui est l'usine, la société égyptienne du fer et de l'acier, qui est vraiment quelque chose de l'époque nassérienne, qui est un grand lieu de politisation ouvrière, entre autres, a décidé qu'elle sera privatisée dans les 2 années à venir. Et en ce moment, ces 2 derniers jours, il y a des protestations et une grève et un sit-in en cours à l'usine. Donc, on est sur ces grandes lignes-là. Une première différence qu'on note, c'est que le régime Moubarak était toujours très... faisait très attention au moment de mettre en place ces politiques et jouait d'ailleurs de sa place, de son rôle stabilisateur dans la région, de la nécessité d'avoir l'Égypte calme, stable et de ne pas avoir de révolte, pour réussir toujours à avoir des prêts des institutions financières internationales et en même temps éviter d'enclencher certaines réformes. Donc par exemple, le regretté Sam El-Soliman, qui avait beaucoup travaillé là-dessus, expliquait très bien comment, par exemple, taxer, avoir des moyens de lever des impôts ou par exemple de baisser les subventions, etc., était toujours la chose à faire en dernier recours dans le régime Moubarak, et on avait toujours plutôt recours à soit... Alors,
la dévaluation ou à des impôts indirects comme la taxe sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire des choses qui sont un peu moins visibles que d'être... Donc il y avait toujours cette logique. Ça, c'est une grande différence avec le régime actuel qui, disons, est vraiment dans une logique un peu... on avance, et donc dès le premier mois de l'arrivée du président Sisi, on a eu une grande réforme qui a été mise en place et qui est passée, mais qui concernait les subventions. Mais là, on était dans une logique où, de toute façon, on avance et on a les outils de la répression qui sont beaucoup plus derrière qu'aurait pu l'être à l'époque de Moubarak. Donc ça, c'est une première tendance. Mais là où il y a une différence assez marquée avec le régime Moubarak, c'est qu'on a vraiment cet État bâtisseur qui, du coup, n'est pas sans rappeler Nasser, et l'imaginaire autour de Nasser a été beaucoup ramené, utilisé au moment du renversement de Morsi et dans les années qu'on suivit. On a vraiment cette logique de l'État d'un néo-développementaliste, on pourrait dire, donc qui fait écho au développementalisme des années 60, des années 50-60, et dont l'idée générale qui serait derrière ce néo-développementalisme, c'est d'admettre qu'il y a des problèmes. Voilà, il y a des problèmes de pauvreté, il y a des problèmes économiques importants. Ces problèmes ont probablement causé la révolution ou le soulèvement de 2011, alors avec l'aide effectivement de toutes les conspirations qui peuvent exister, mais il faut aussi quand même distinguer entre les conspirations qu'on va avoir dans les médias de propagande et entre les croyances réelles des personnes qui sont aux manettes du pouvoir. Et si sans doute il y a du conspirationnisme, il y a aussi des croyances, à mon sens, le 25 janvier a été compris. Alors, a été compris comme étant on a laissé trop de place et donc il faut resserrer un peu, mais aussi il y a des problèmes concrets. Et le néo-développementalisme, c'est de dire si on a du développement économique, eh ben, le développement économique, il résout les problèmes politiques et résout les problèmes sociaux et on n'a pas besoin de rentrer dans ces questions de liberté, de démocratie, etc. Donc dans un pays comme l'Égypte, il faut que l'État soit la locomotive et mène, donc on va avoir une politique de grands projets en général, donc on a une très grande politique de santé qui a été lancée sous Sisi, qui donc pour l'éradication de l'hépatite C qui est endémique en Égypte, mais aussi sur tout un ensemble, donc la question de la sécurité sociale, voilà, d'avoir une sécurité sociale pour tout le monde, etc. Donc il y a déjà à ce niveau-là, mais aussi une politique de projet, là, beaucoup plus pharaonique, du coup, beaucoup plus dans le bâtiment, beaucoup plus dans la construction, et qui est... Enfin, j'avais de manière ironique utilisé l'expression en disant que l'Égypte est un régime autoroutaire, autoritaire mais aussi autoroutaire. On adore construire les autoroutes en Égypte. Peu importe où elles vont, mais il y a des autoroutes et il y a des ponts. La grande blague en Égypte depuis un an, sur à peu près tout, c'est de construire des ponts. Donc il y avait un petit mème qui circulait en ligne où on disait il y avait les Français, problème, ils manifestent et puis ensuite il n'y a pas de solution. Les Anglais boivent du thé, etc. Les Égyptiens, ils faisaient un pont. Donc c'était l'idée générale, c'est on construit. Et le cas de la capitale administrative est le cas le plus frappant parce que c'est un très très grand projet. Mais en réalité, si on va, il y a un site internet qui s'appelle donc egi-map.gov, je pense, qui recense tous les grands projets de la présidence de la République. Et il y en a un peu moins de 1800 actuellement en Égypte, dont la majorité sur le Caire. Mais donc là-dedans, c'est des logements, des ponts, des autoroutes, des centrales électriques. Normalement une centrale nucléaire, mais c'est vrai que quand les Égyptiens ont vu la série Tchernobyl, ça les a beaucoup inquiétés, parce que les ressemblances étaient un peu frappantes. Mais du coup, on a vraiment cette politique de grands projets, et tout récemment, l'Égypte vient encore, mais vraiment il y a quelques jours, de signer avec Siemens un train rapide qui coûtera je ne sais combien de milliards d'euros, et qui serait entre Ain et Sokhna, je crois, enfin des stations balnéaires, c'est pas vraiment le cœur du problème, disons. Mais c'est vrai que ça, c'est aujourd'hui au cœur de la politique du régime, c'est-à-dire cette logique de grande construction, de grands projets, qui principalement est menée par l'armée. Il faut aussi le dire, donc c'est l'armée qui est quand même pas nécessairement l'exécutant, puisque l'armée aussi fait de l'entrepreneuriat, cherche, donne des acteurs, des sous-traitants, mais porte un peu ces grands projets. Et le dernier point qui est, je pense, très important à souligner quand même sur ces grands projets, c'est que ces grands projets produisent de la mobilisation, mais pas nécessairement de la mobilisation contestataire. Ça m'est arrivé un certain nombre de fois, sur l'autoroute Le Caire-Alexandrie que j'emprunte souvent, qui a été totalement refaite par les militaires récemment, et qui maintenant, du coup, roule mieux. Il y a ce côté quand même toujours très présent en Égypte de dire, bon, quand c'est les militaires qui font les choses, c'est du propre. Donc,
une partie aussi de la légitimité que le régime essaye de garder, de tenir, vient de ce discours sur la qualité, sur peut-être la bien moindre corruption de l'institution militaire en comparaison avec ce qu'était, disons, ce que des chercheurs appellent le crony capitalism autour de Moubarak, donc toute cette clique d'hommes d'affaires qui était autour de Moubarak fils, mais de Moubarak aussi, et dans le ministère de l'Intérieur. Donc il y a un peu ce discours qui est du coup qu'il faut regarder un peu plus intelligemment que le régime qui s'arroge un peu tous les projets pour se faire de l'argent, ce qui est vrai, mais qui aussi comporte une grande part de travail de légitimation et de soutien populaire qui peut être visible. Il y a un très grand axe autoroutier nouveau à Alexandrie de 23 km dont beaucoup de gens à Alexandrie disent du bien aujourd'hui parce que c'est un axe qui permet de désengorger un peu la ville, de rendre un peu le trafic plus fluide. Donc voilà, on est vraiment sur cette logique de grands projets, de prestige, le nouveau musée du Caire, tout ça. Richard Jacquemont, Youssef El Chazli a parlé des blagues sur les ponts. Il y a un chapitre entier de l'ouvrage que vous dirigez qui est consacré à l'humour pop. Et vous rappelez que l'humour a souvent été, alors à tort ou à raison, mais considéré comme constitutif de l'identité égyptienne. Il y a autant de blagues sous le maréchal Sissi qu'il y en avait sous Moubarak, qu'on peut repérer dans cet humour pop. Je ne serais pas le mieux placé pour le dire parce que autant j'ai vécu des années dans l'Égypte de Moubarak, autant là je ne vis pas sur place. Donc, non, mais c'était si vous le repériez. Ça, toujours dans l'idée un peu de comprendre la dialectique entre la chape et la société, quoi, et dont les blagues, je pense, en Égypte ont toujours fait partie. Non, je pense que ça continue de fonctionner. Il n'y a pas de raison que ça se soit arrêté. À propos des ponts, d'ailleurs, c'est pas nouveau. Enfin, un des surnoms de Moubarak, c'était Koubri Moubarak, c'est-à-dire Hosni devenait pont Moubarak. Le pont Moubarak, oui, qu'on a construit aussi beaucoup, notamment au Caire. Voilà. Et maintenant, Sissi, c'est Balaha. Ce qui veut dire une date. Donc c'est un peu le petit pois, quoi. C'est un peu simplet, quoi, si on traduisait. Alors apparemment ça vient d'un film dont le héros est surnommé Balaha et est un menteur compulsif. Alors est-ce que c'est ça la suite? Et est-ce que le modèle, est-ce qu'il y a des blagues sur Balaha? Je ne les connais pas, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup. On se dirige vers la fin de notre discussion. Je voulais quand même, forcément, je ne vais pas vous demander une exégèse de la diplomatie française, mais on est un peu plus d'un mois après la visite controversée du maréchal Sissi en France, où lui a été remis un peu en catimini la plus haute distinction dans l'ordre de la Légion d'honneur. Comment est-ce que vous avez compris ce moment? Est-ce que qu'est-ce que ce moment raconte de la place de l'Égypte dans la région? L'Égypte a toujours eu, et ça continue d'être un peu le cas, c'est-à-dire qu'il y a un ministère des Affaires étrangères qui est plutôt performant, qui est plutôt avec des cadres assez bien formés et qui sait jouer, qui sait jouer ses cartes assez bien. Et je pense que autant le moment 2013-2014 a été assez difficile à porter pour à la fois les diplomates égyptiens, mais généralement l'État, c'est-à-dire essayer de retrouver une place dans un contexte international qui était quand même plutôt défavorable et plutôt soutenait ce qu'on appelait la légitimité démocratique et soutenait le pouvoir des frères musulmans et s'opposait à leur renversement à ce moment-là par un coup d'État militaire. Donc il y avait vraiment cette position qui était très dure à tenir. Il y a eu une évolution très rapide, peut-être qui a pris 1 an, mais qui s'est... Disons, c'est la réelle politique qui a un peu repris le dessus et on est revenu sur nos bases assez anciennes, c'est-à-dire l'Égypte, pays central, des plus gros pays de la région, avec la plus grande population, avec la position... le soutien déjà très fort évidemment des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite, la position à côté de Gaza et cette position géographique, mais surtout il se trouve que
Historiquement, c'était surtout les problèmes liés au conflit israélo-palestinien qui donnaient un rôle important à l'Égypte. Mais disons, c'est ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent en anglais le bad neighborhood syndrome. Mais là, ça ne s'est pas amélioré. Hein. C'est-à-dire de dire que ce soit au sud ou beaucoup plus à l'ouest, du coup, en Libye, la situation politique a été telle que le contexte sécuritaire rendait nécessaire pour beaucoup de pays d'avoir une Égypte stable et d'avoir une Égypte qui jouait son rôle habituel de tampon entre ces différentes zones conflictuelles. Donc je pense, de ce point de vue-là, la diplomatie égyptienne et la politique étrangère du régime de Sisi, hein, je veux dire, je ne suis pas spécialiste de cette question, mais je la suis quand même, plus ou moins de loin, disons, a su jouer ses cartes à la fois à l'international et au niveau régional arabe de manière qu'on pourrait dire assez subtile, assez maligne, notamment de ne pas trop s'engager sur, par exemple, le conflit au Yémen, d'avoir certaines positions qui réussissaient à trouver des alliés, mais sans jamais, disons, aller trop loin ou s'engager, envoyer des forces, des troupes, par exemple, au Yémen, etc. Et qui a fait qu'il a réussi à maintenir un peu un rôle dans la région. Après, quel poids l'Égypte a réellement aujourd'hui, c'est compliqué à dire quand on voit que le président Sisi n'était pas présent au sommet de réconciliation entre le Qatar et le reste du GCC. Ça peut poser des questions sur ce qu'elle peut faire ou ne peut pas faire aujourd'hui. Après, il est évident que sur certains dossiers, surtout la Libye et le Soudan, l'Égypte est très présente, et évidemment la Palestine, l'Égypte est très très présente. Encore les 2 derniers jours, dans les conflits qui opposent l'Éthiopie au Soudan, l'Égypte a clairement montré les dents, si j'ose dire, mais en disant évidemment, étant opposé à un conflit autour du barrage éthiopien, ont bien montré qu'ils seraient là pour soutenir les Soudanais si les conflits autour de la frontière entre les 2 pays, ils interviendraient. Donc je pense que voilà, c'est une situation qui est assez complexe au point de vue géopolitique, et il faut la remettre toujours dans ce contexte quand on disait voilà, cette pensée militaire qui gouverne un peu, qui est une pensée qui voit le conflit avant tout, et qui du coup au niveau global, au niveau régional est quand même très soucieuse de ces multiples fronts, de ces frontières. En tout cas, quand on parle avec des personnes dans le régime ou proches du régime, voilà, je sais pas, c'est à peu près un bon millier de kilomètres de frontières avec la Libye, frontière très poreuse, avec beaucoup d'armes qui circulent, qui passent d'un côté et de l'autre. Je pense que ça fait partie des grands problèmes que le régime se pose et qui rend très compliqué aussi les ouvertures au niveau domestique, puisqu'à chaque fois qu'on essaye qu'il peut y avoir une ouverture, on va dire non, mais c'est une situation de guerre, c'est une situation de conflit. Vous voyez la Libye, vous voyez le Soudan, vous voyez l'Éthiopie, vous voyez ce qui se passe dans tous les pays de la région. C'est ça la priorité, c'est la sawta ou sawt al-ma'araka. Aucune voix ne peut s'élever au-dessus de la voie du combat, quoi, de la bataille. Donc il y a vraiment cette logique qui est très présente je pense, dans la tête des dirigeants, mais aussi du coup dans l'État égyptien. Le poids de l'Égypte dans la région, il a longtemps été lié aussi à ses productions culturelles, enfin, au cinéma, à la musique, au feuilleton télévisé. Est-ce que cette idée que l'Égypte a été le phare du monde arabe, du point de vue culturel pendant une bonne partie du XXe siècle, est définitivement révolue, ou est-ce qu'il reste quelque chose, Richard Jacquemont ? Il reste quelque chose. Ce que ce livre essaye de montrer, c'est que si l'Égypte n'est plus hégémonique, elle a été hégémonique dans les années 60-70. Si vous balaydiez à Casablanca ou à Tunis et que vous vouliez acheter un livre arabe, il y avait toutes les chances que ce soit un livre importé d'Égypte. Bon, c'est fini maintenant, là je parle du livre, mais c'est, la chanson, le cinéma, etc. Elle a été hégémonique, elle n'est plus hégémonique, elle reste centrale. Elle est en concurrence maintenant avec les industries et les productions culturelles nationales qui se sont développées dans les pays du Maghreb, dans les pays du Golfe, où il y a beaucoup de moyens. Aussi au Liban, là c'est plus ancien la concurrence, le Caire Beyrouth, mais l'Égypte reste centrale, et ça a été aussi un des effets de l'épisode révolutionnaire de 2011-2013 de rappeler la force de cette centralité
à l'ensemble du voisinage, avec tout le respect que je dois à nos amis tunisiens. Il me semble que les printemps arabes, c'est vrai qu'ils ont commencé à Tunis, mais l'effet de souffle, il a réellement commencé plus le 25 janvier, à partir de ce qui s'est passé le 25 janvier au Caire, qu'avec ce qui s'était passé à Tunis. Et c'est ça aussi la centralité qui n'est plus hégémonie, mais qui reste la centralité égyptienne. Donc on a commencé, on finit sur l'effet de souffle. Une dernière petite question quand même avant de conclure. Youssef El Chazli, quand les conditions sanitaires le permettent, vous êtes donc en poste à Boston. Comment est-ce que l'Égypte est vue par les États-Unis, et est-ce que ce changement de présidence récent aux États-Unis peut modifier les choses? Alors, mon impression, c'est que beaucoup plus qu'en France, alors pour des raisons qu'il faudrait sans doute étudier, ou que dans d'autres pays européens, c'est très difficile de regarder le Moyen-Orient et l'Égypte et le reste de la région autre que dans le prisme américain quand on est aux États-Unis. C'est-à-dire, je m'explique, tout est très très lié, dans le champ universitaire comme politique, au contexte local quand on essaye de comprendre la région. Donc il faut être conscient que, mais bon, ça, je veux dire, si on n'était pas dans le coma ces derniers mois, on est au courant que les États-Unis sont très clivés en ce moment autour de la figure de Trump. Et Trump avait eu cette phrase malheureuse pour l'État égyptien, quand en septembre 2019, il avait dit voyant la délégation égyptienne arriver, avait dit « Ah, où est mon dictateur préféré ?» en parlant du président Sisi. Et cette phrase de favorite dictator qui a beaucoup tourné, évidemment, du coup, a complètement, alors évidemment, avait glacé le personnel de la délégation égyptienne sur le moment, en tout cas, de ce qu'on a pu lire dans les médias présents, qui ne voulaient pas du tout être, disons, cadrés de cette manière. Mais ça a eu des effets dans la vision américaine, pardon, de ce qui se passe en Égypte, puisque, comme sur à peu près toutes les questions politiques actuellement aux États-Unis, Trump est le principe ordonnateur des prises de position. Donc, en gros, si les démocrates ils sont contre Trump, Trump dit que Sisi est son dictateur préféré, et du coup, ça donnait comme réaction une réaction très forte, presque épidermique, à tout ce qui se passait en Égypte. On l'a pu le voir très récemment, donc en fin novembre, là, quand il y a eu une arrestation de plusieurs membres d'une des plus grandes ONG de défense des droits humains au Caire, donc EIPR, l'initiative égyptienne pour les droits personnels. On a eu tout de suite une mobilisation extrême, mais presque inattendue, de personnel politique. Donc on a eu des prises d'opposition de Elizabeth Warren, Bernie Sanders, vraiment le grand establishment démocrate le plus en vue, mais aussi de la personne qui venait d'être nommée pour être probablement le secrétaire d'État de Biden, et des acteurs et des actrices très connus. Scarlett Johansson elle-même a fait une petite vidéo, etc. Et donc on a eu vraiment, mais on ne pouvait lire, vu que c'était novembre 2020, cet événement sans, disons, le lier tout de suite aux élections américaines en cours et au fait qu'on n'avait pas les résultats, et il y avait tout ce conflit autour de qui serait le prochain président des États-Unis. Donc actuellement, je pense que il y a une conscience en Égypte claire que c'est un moment de changement, et que peut-être il faut aussi se défaire du lien, mais comme d'autres pays de la région sont en train de le faire, du lien très fort qui pouvait unir Trump à d'autres pays de la région. Et sur la toute fin du mandat de Trump, là, il a eu des positions, lui-même des mots plus durs à l'égard du régime égyptien, et surtout le Congrès américain a commencé, alors vraiment dans des limites très... de peut-être mettre un petit peu plus de conditionnalité à l'aide américaine qui est envoyée chaque année en Égypte, et l'Égypte est le deuxième plus grand pays bénéficiaire de l'aide américaine après Israël. Et donc de dire peut-être qu'on allait mettre une petite conditionnalité sur cette somme à des questions de droits de l'homme, ou à des... Donc ils ont fait plus que ce qu'ils font d'habitude, mais vu que ce qu'ils font d'habitude n'est pas grand-chose, donc bon, ça reste un petit peu limité. Mais voilà, ça, je pense qu'il y a une grande attente sur ce que ça va donner à la nouvelle administration Biden. Alors bon... Quand on voit Biden, quand on connaît la trajectoire de Biden, on a
peu de chances qu'il y ait des transformations extrêmes, disons, dans la politique étrangère, mais il y a quand même voilà, ce positionnement par rapport à Trump qui rend ça un peu plus compliqué. Donc rendez-vous dans 5 ou 10 ans pour examiner ça. Merci infiniment à tous les deux. Merci à Zoé Carl et aux équipes du MUSEM pour fermer au public, mais pas à la diffusion numérique. Côté MUSEM, les lundis d'après, c'est lundi prochain. Et pour ce qui concerne notre partenariat autour des questions en Méditerranée, on se retrouve, nous, dans quelques semaines. Merci beaucoup.